Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien au plateau de votre émission Grand Jury, vous êtes sur la 102.7 FM pour qui vous nous suivez sur les ondes de Radio KNTB et puis sur les écrans de la télévision Espoir 47 basé à Tchévier dans la préfecture de Zio. Nous sommes également dans les plateaux via les ondes de radio VGK et dans les lacs via les ondes de radio Lumière, sans oublier les Togolais de la diaspora qui nous suivent désormais sur 3 liens, le www.ebenradio.com, le www.togovision.com et puis le www.laverte.org. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous, que vous soyez au Togo, sur le continent africain, sur d'autres continents un peu partout dans le monde. Vous êtes là ce matin au rendez-vous de l'actualité de votre cher pays, le Togo. Ce matin, nous posons la problématique des élections locales dans notre cher pays. Bien sûr que l'actualité est très très dense. Nous parlons également des incendies des marchés de Lomé et Kara. Ça fait 3 ans, jour pour jour, que ces marchés ont été consumés par des incendies dits criminels. Quel est l'état des lieux à ce jour? C'est la grande question qu'on se pose. Nous allons également dans l'actualité, si le temps le permet, ou je dirais, nous allons forcément parler de la CET, Compagnie Énergie Électrique du Togo, puisque le sujet fait la une de beaucoup de journaux ce matin, et sans oublier le discours de Sir Adomayakor Alban de la Meunière, adressé donc aux concitoyens et citoyens d'État. Le monsieur, tel que vous le connaissez, très très dense, a utilisé la richesse et la beauté de la langue française depuis le 5e siècle pour faire un discours en effet parsemé, composé de vieux mots de cette magnifique langue française pour décrypter, analyser et s'adresser donc aux citoyens. Vous allez découvrir ce mélange de Voltaire pour ce qui concerne l'Inouï, de la Bruyère pour le style, sans oublier le style mauricien et d'autres. Merci donc pour votre gentillesse et votre objectivité. Parce que cette école, nous allons ensemble la fréquenter parce que depuis quelques jours, vous n'êtes sans savoir qu'il est dit clairement que le niveau de l'éducation rabaisse au Togo, donc le niveau de la langue française. Et nous avons besoin de tirer assez de profit de ces monuments qui nous restent, de ces légendes qui nous restent pour redorer le blason à la langue française au Togo, donc sur la terre de nos aïeux. Rapidement, avant de vous présenter nos invités, permettez qu'on scrute la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, commençant par l'alternative de Ferdinand Mensah Haïté qui, à sa une, s'intéresse à la CET, écrit « Énergie, la CET au fond du gouffre ». 65 milliards d'emprunts, 20 milliards de pertes, 54 milliards de dettes. En petit point, le journal écrit « Impunité pour les prévaricateurs ». Et puis en bas de cet article, vous lisez Eric Durivolt, gérant d'Idéal Technologies, le journal reprend une de ses citations que je cite aussi. Le problème de déchets est finalement une solution. Les déchets d'une usine peuvent être la ressource du vision et les déchets du voisin, voilà, les ressources du voisin et les déchets du voisin des ressources de l'autre. Rubrique sommaire, le journal s'intéresse à la justice et écrit « Après le refus de se soumettre à la loi, les accusés portent plainte contre le plaignant avec la complicité de la justice ». Article à lire à la page 5 du journal. Chronique politique, une nullité de règne et de consécration des pacotilles d'avancée. Les statistiques de contrefaçon pour une plaisanterie d'indices de progrès, écrit le journal Les Purs. Rubrique santé, CHU Sylvanus Olympio, le service de réanimation pédiatrique privé d'électricité. En petit point, le journal écrit le scanner BIDC de Fort et son conseiller Sonien toujours en panne. Pour finir, publie reportage infrastructure routière au Bénin. Environ 335 milliards gagnés par le groupe Ebomaf, nous apprend l'alternative. Actu Express également dans les kiosques ce matin, écrit à sa une première édition réussite diaspora, 7 Togolais de l'étranger honorés à faire IDH. Les adhérents appellent Fornia Singbe à la rescousse. Et puis interview exclusive d'Akwete Dangbo. Toriceli et Blaise Pascal s'étaient trompés. L'interviewé, le journal reprend une citation de l'interviewé telle que je vais reprendre aussi. La pression atmosphérique de 1 kg force par mètre carré à l'altitude zéro n'existe pas. C'est une erreur. Fin de citation avec point de suspension. Libéré Pascal Bodjona, 12 juillet 2015, 12 juillet 2016, 176 jours de détention arbitraire, s'exclame le journal. Marche pacifique le 21 janvier 2016 pour la libération du prophète Maranatha Matia. Article à lire à la page 2 de Actu Express, comité de normalisation. Les fonds de la FTF bientôt libérés par la FIFA, s'interroge. Bientôt libérés plutôt par la FIFA, affirme le journal à la page 7. Éveil de la nation.
de Sam Diobo, que nous saluons également au passage, écrit à sa une. Moins d'un an après sa réélection, Faure Gnassingbé amorce la phase concrète de son mandat social. Et puis sur une radio de la place, Jean-Pierre Fabre confirme qu'il ne pourra jamais être ce rassembleur dont l'opposition a besoin, écrit le journal. Construction et réhabilitation du réseau routier au Bénin, le groupe Ebomaf, le partenaire de choix de l'État béninois. 334 milliards pour rénover le nord du pays. Et puis Tchaoudjo, à Dossa Gadao du 2 janvier 2016, une forte mobilisation qui traduit l'union sacrée des fils et filles autour d'un idéal commun sans pareil. Front social et priorités gouvernementales, Gilbert Bawara réitère la volonté du gouvernement de promouvoir le dialogue social. Code de la santé publique et de la République togolaise, les bruits et nuisances portent atteinte à la tranquillité et à la santé de la population. Article à lire à la page 7 du journal Les Plus Sport Football, à Adebayor dans l'attente du coup du mercato. L'Union pour la patrie de Eric Johnson également dans les kiosques ce matin écrit à sa une. Contre la barre des 10% fixée par la déclaration de Maputo sur son budget 2016, le Togo consacre 7,7% à son agriculture sur fonds propres. Augmentation du prix du panier de la ménagère, les habitudes alimentaires ont changé. Au départ de Justin Kofi, le Gabonais Saturnin Epié atterrit à l'UNFPA Togo. Moins d'un an après l'accord du Conseil des ministres, Moustapha Moudiawa active les leviers de la gestion contractuelle des hôpitaux publics. Et puis, avant l'élaboration d'une stratégie de deuxième génération, le système statistique national évalue sa performance et ses menaces. Et pour finir, l'Union pour la patrie écrit question de leadership. Le coach Akondo Bileri, avec sa citation, je cite également, point de suspension, en matière de leadership, il ne sert à rien d'accumuler des connaissances, il faut plutôt prendre rapidement l'engagement de la transformation. Sika est également dans les kiosques ce matin pour vous permettre de rire et sourire beaucoup plus, pour vous déstresser, éviter un peu vos soucis. Le journal écrit en jolie caricature, on ne peut plus régler les problèmes à Lomé. Désormais, il faut faire conseil des ministres à Pia. Vous allez donc l'acheter dans les kiosques à 250 francs CFA. Voilà, pour terminer, Courrier de la République dans les kiosques depuis hier. Nous revenons puisque ça porte effectivement l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui. Avec premièrement le message de vœux du chef de l'État au peuple togolais. Le journal reprend quelques citations du chef de l'État. Construire un État fort, prospère, juste et solidaire, tel est le pari du gouvernement qui a à cœur de répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais qui doit également préparer l'avenir. Fin de citation. Et puis, seconde citation, ça vient plutôt de Gabriel Mensah Boyome Kodjo, président de OBU. Nous puissions entrer en 2017 en disant qu'on a remplacé les délégations spéciales par des conseils municipaux où les membres sont des élus. Fin de citation. Ce qui veut dire, vous comprenez, que ça a trait aux élections locales dont nous posons la problématique ce matin. Discours d'un citoyen d'État, c'est pas la culture que l'homme se surpasse et transmet à la postérité la marque de ses œuvres. Incarcération du couple Makia, le collectif des membres sympathisants désisté mais la pression. Problème de mœurs à Bafilo, viol de mineurs, harcèlement amoureux, transformation du centre culturel en magasin de stockage. Et puis grève des transitaires au port autonome de Lomé, à qui profite le bras de fer qui oppose actuellement les transitaires et l'OTR au port autonome de Lomé, s'interroge le journal de Tchakala Alirou qui est avec nous ce matin. Excusez-moi. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Rodrigue. Bonjour à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'État. Et bonne heureuse année, parce que c'est la première fois que je me trouve sur ce splendide plateau. Et en 2016, il serait vraiment malséant de ma part de ne pas présenter mes voeux à tous ceux-là qui nous ont toujours prêté cette oreille attentive. Donc, tous mes vœux de bonheur pour l'année 2016 à toutes et à tous. Et voilà, et notre second invité, Joël Ega, il est directeur de publication du journal Fraternité. Il fait son entrée pour 2016 pour la première fois donc dans ce studio, sans oublier sa fidélité innombrable, assez démontrée en 2015. Et nous comptons également sur cette fidélité cette année. Ça a bien démarré. Bonjour Joël et bienvenue sur tous nos meilleurs vœux. Merci. Je dis bonjour à ceux qui nous écoutent et nous regardent actuellement.
Je présente, comme l'a fait mon prédécesseur Aliro, je présente mes vœux les meilleurs à tous les Togolais, sans exception. Et mes vœux vont surtout à l'endroit, enfin, en faveur d'une unité nationale plus sincère, plus solide pour cette année 2016. Et voilà, et nous avons la chance, ou dois-je dire bénédiction, puisque El Hadj chez les musulmans, en tout cas, c'est une bénédiction et nous avons la chance ce matin d'avoir avec nous El Hadj Chaniao Arimiao. Il est également journaliste, directeur de publication du journal Nouvelle Opinion. Salam alaikum Aladi. Alaikum salam, paix et salut d'Allah sur tout le Togo. Et comme mes prédécesseurs, ça fait déjà un mois, c'est aujourd'hui que je retrouve un micro en face de moi. Et je ne peux commencer ce débat sans également souhaiter une bonne année à tous les Togolais, à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui dirigent ce pays. Parce que si nous n'avons pas la paix, si nous n'avons pas la santé, si nous n'avons pas cette quiétude-là, je ne pense pas qu'aucun de nous pourra se retrouver à ce plateau. Et donc, cette année, je vais emboîter un peu le pas à Joël Lega pour dire que nous souhaitons pour notre pays une unité, une entente, une solidarité, parce que ce que nous avons en commun, c'est notre patrie, c'est notre chère nation, que ensemble nous avons la volonté de bâtir et que tout prospère pour le Togo cette année. Voilà, je crois que Dieu est à l'écoute, Allah également, et donc puisque c'est la même chose, que Allah, c'est la même chose, juste pour dire aux chrétiens qui nous suivent également que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ou encore Allah. Ce matin, nous avons beaucoup de sujets, mais le sujet principal a trait donc aux élections locales dont nous posons la problématique. Et avant d'arriver là, Joël Ega, ça fait 3 ans jour pour jour, les marchés de Kara et Lomé sont fondus sous les flammes ardentes de ces incendies-là. Et 3 ans après, malgré l'ouverture des enquêtes et tout ce qui a été fait, les victimes continuent de crier leur ras-le-bol. Personne ne semble venir à leur secours. Effectivement, dire que personne ne semble venir à leur secours, je dirais, ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère. Du moins, c'est ce qu'on peut retenir de leur dernière sortie. Juste oui, bon, c'est ce qu'ils disent. Et puis, ils prêchent pour leurs paroles, c'est normal. Mais je dis, l'État en a fait. L'État en a fait. L'État n'a pas suffisamment fait, on peut le dire. Mais l'État en a fait. Les dédommagements. On a vu ce que les dédommagements ont donné. Certains ont été dédommagés entièrement, d'autres ont été dédommagés au minimum. D'autres ont été laissés sur le carreau. D'autres ont été laissés sur le carreau, selon ce que les victimes disent. Mais dire que rien n'a été fait, je ne suis pas d'accord. Mais dire comment est-ce que ça a été fait, enfin critiquer comment est-ce que ça a été fait, je peux être d'accord sur ça. Parce que cette crise, ce sinistre-là pouvait être évité en amont. Du moins, les réparations qui sont faites aujourd'hui pouvaient être prévues en amont. Si, par exemple, l'État était plus responsable, parce que ça ne sert à rien d'aller collecter les taxes chez les bonnes dames, pendant que vous ne le faites pas prendre conscience qu'ils mènent un commerce à risque, par exemple. On a oublié le risque d'incendie. Mais si c'est qu'on avait adossé une assurance à ces tickets-là, mais les dames là, il n'y aurait pas ce problème-là aujourd'hui. Là, l'État pouvait facilement dire, allez voir vos assureurs, parce qu'on a pris les dispositions en amont. Mais l'État ne l'a pas fait. Mais également, qu'est-ce qui a alimenté même les suspicions et les tollés des dames? C'est parce que l'État s'est tué face à une opération Téléthon qui a été organisée. Et donc, si ce n'est pas la presse qui a été associée, si ce n'est pas la presse qui s'est mise à tambouriner, on n'aurait jamais eu les comptes de ce Téléthon-là. Mais comment est-ce que dans un État, dans une république bien structurée, on peut laisser des individus se lever comme ça, surfer sur une occasion, un sinistre, et refuser de rendre des comptes? Il a fallu qu'on tambourine pour que ces gens-là disent en fin de compte, bon, c'est telle somme qui a été collectée. Il y a des conseils qui ont été organisés dans cette histoire. Mais on n'a jamais vu où sont passés les fonds collectés sur la tête des dames. Mais voilà un ensemble de choses qui font que les dames ont trouvé, les victimes ont trouvé du grain à moudre pour monter au créneau. Sinon, il faut reconnaître que l'État a fait quelque chose. Mais également, il y a également la relocalisation qui n'a pas répondu aux attentes. Les gens, ils faisaient leurs affaires dans un espace donné, assez adapté, effectivement. Mais on les a mis presque dans un enclos
où elle ne se retrouve pas. Et voilà, tant de choses qui font que, quoique l'État ait dit, enfin, peut enregistrer aujourd'hui, avoir posé des actes en faveur des victimes, il reste beaucoup encore à faire. Il reste beaucoup encore à faire. Elle a dit, voilà, 3 ans après, c'est vrai qu'à l'époque, on a parlé d'incendie criminel. Dans la foulée, on a procédé à des arrestations. Et quelques temps après, il y a eu mort d'homme en prison. Aujourd'hui, 3 ans après, le procès n'a jamais lieu. Oui, bon, vous savez, moi je vais peut-être surprendre. Je crois que nous sommes Togolais, nous aimons notre pays. Nous voulons un mieux être pour notre pays. Nous avons un problème au Togo. Il y a eu des dossiers qui ressemblent à celui des incendies que vous qualifiez, que tous les Togolais, même l'État, a qualifié de criminels. Mais nous avons un problème de justice au Togo, où on ouvre les dossiers, on ne les clôture jamais. On ouvre les dossiers, on tamborise partout, on crie qu'il y a tel problème, il y a tel, mais on ne solutionne jamais ces problèmes-là. Moi, je ne vais même pas dans le sens de dédommagement ou de ce qui a été fait, de la relocalisation des marchés. Je ne vais même pas dans ce sens. Mais je dis, quand vous savez que quelqu'un a tué votre papa et que ça vous a causé beaucoup de dommages, le jour même qu'on juge la personne et qu'on condamne la personne, je crois que vous êtes soulagé. Mais pourquoi au Togo, on ne peut pas, ceux qui ont tué, ceux qui ont posé des actes barbares, nous avons eu la CVJR qui a relevé des choses dont tous les Togolais sont conscients. On me dira qu'aujourd'hui, on est en train d'avancer. Mais il faut juger les gens normalement et conséquemment pour que les victimes soient apaisées. Tout ce qui s'est passé avec les incendies des marchés de Kara et de Lomé, mais jamais au monde on a vu de ces actes. Mais le Togo, le gouvernement est conscient. Pourquoi les dossiers dorment? Je voudrais parler de la récente, du récent accident qui a eu lieu à Tablibo où des gens se sont trouvés calcinés. L'État a ouvert le dossier, on nous a dit qu'on va le clôturer. Je vous dis, nous allons parler 5 ans après de ce dossier. Nous parlons aujourd'hui de 3 ans après les incendies des marchés. Vous verrez l'année prochaine, à chaque anniversaire, nous allons parler, mais rien ne va se passer. Au niveau de la justice, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi est-ce qu'on ne solutionne pas les problèmes? Moi, je vous dis, il y a des faits dont tout le monde est conscient. Mais vous pensez que les gens ne peuvent pas nous trouver ceux qui ont brûlé le marché de Kara et de Lomé? Vous pensez que c'est des dossiers qui ont connu des blocus où on ne peut pas doiter les gens et les interpeller? Donc il ne faut pas faire une politique du pur ou du face. Il faut faire une politique réaliste. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qu'on croit que ceux-là, on ne peut pas les interpeller. Nous avons une loi et tout le monde est sous cette loi-là. Nul n'est au-dessus de la loi, disent souvent les juristes. Mais qu'on applique ce principe au Togo, et quand les gens sont fautifs, quand les gens sont concernés par des faits, quel que soit leur manteau, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit leur rang social ou leur puissance, qu'on les juge. Et c'est en ce sens que notre Togo sera un pays exemplaire. C'est en ce sens que les gens verront le Togo, ils diront voilà un pays où le droit se dit dans toutes ces dimensions. Moi j'attends que les gens jugent et qu'on interpelle effectivement ceux-là qui ont causé ces actes barbares-là pour que le soulagement, même qu'on les juge et qu'on décide de les pardonner ou qu'on décide de faire quoi que ce soit à la population, le peuple que nous sommes, les gens en seront contents. Voilà. Tchakala, vous partagez un peu l'intervention ou les propos de Aladi par rapport à la justice. Est-ce que selon vous, c'est à la justice que les dossiers se bloquent? Non, tout à l'heure. Sinon, où est-ce qu'on peut retrouver les pistes qu'il faut pour éclaircir cette histoire d'incendie? On l'a qualifié d'incendie criminel. Donc, quand il y a eu ces incendies qualifiés de criminels, c'est qu'il y a des mains qui ont causé ces incendies-là. Il y a des gens, on peut coller ces incendies-là à des personnes. Depuis quelque temps, on a eu, surtout au lendemain, les semaines qui ont suivi, on a eu à mettre la main sur certains. Et ce qui est un peu choquant, c'est que l'homme, ce n'est pas un colis qu'on doit laisser au dépotoir sans état d'âme. Il y a des gens qui croupissent en prison depuis là. D'autres même ont perdu la vie. Mais où en sommes-nous? Mais on était là, c'est la presse qui tout le temps donne le ton. Et cela a dû mettre le feu aux fesses du procureur de la République qui, entre-temps,
c'est un sentier interpellaire sorti pour dire que non, le dossier est bouclé, que bientôt, on ira à un procès pour situer la responsabilité. Mais depuis là, ça fait plus de 2 ans de cela que le procureur est sorti, clamé haut et fort que c'était bouclé le dossier. Mais plus rien, c'est le silence du cimetière qui prévaut autour de cette affaire d'incendie. Et je suis parfaitement d'accord avec mon confrère Tchanyama Rimiao qui dit que non, mais l'apaisement viendrait de celles-là et de ceux-là qui ont tout perdu quand ils reconnaîtraient, ou bien quand elles reconnaîtraient les mains qui ont causé cet incendie criminel-là. Ces mains qui ont frappé et les dépouillant de tout. Œuvre de plusieurs années, de plusieurs générations qui se voient partis en fumée comme ça. Donc je me dis qu'aujourd'hui, on peut beau inonder ceux-là et celles-là qui ont perdu tout dans ces incendies-là de billets de banque. Mais à partir du moment où aujourd'hui on ne se tuera pas ces bonnes femmes et ces commerçants-là par un procès juste et équitable, vraiment, je crois qu'on n'aura pas servi à grand-chose. Donc, je crois que ça a trop traîné. Des dossiers, on les ouvre, toujours on les ouvre, mais on ne les ferme jamais. Et c'est un peu singulier à notre pays, et ça fait un peu dommage quand certains disent que non, mais le fossé est en train de s'agrandir entre la justice et la justiciable. Nous avons encore une preuve palpable. Quel est ce dossier-là? Vous avez vu un peu ce qui s'est passé il n'y a pas 2 mois en France, où on a presque bouclé. On a presque mis des visages sur ces mains-là qui ont frappé. Mais pourquoi? 3 ans après, 3 ans après, vous vous imaginez un peu. Les gens ne meurent pas parce qu'ils ont tout perdu. Les gens meurent parce que jusqu'alors, ils ne reconnaissent pas. Ils ne sont pas soulagés. Ils ne savent pas ceux-là qui ont causé cette forfaiture-là. Donc, je crois que vivement que l'État se saisisse. Si la justice, on doit leur mettre les feux au talon pour qu'ils se pressent et disent le droit et qu'on ait un procès. Et si on n'est pas encore prêt à organiser un procès en bonne et due forme, là, qu'on libère ceux-là qu'on a casés là-bas et qu'on les inculpe, qu'on leur interdise toute sortie du territoire. Là, c'est tout à fait normal. Là, on dira que nous sommes dans un état de droit. Voilà, je crois que les autorités sont forcément à l'écoute. Mais Joël, une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut aller à ce procès? Où il y a des blocus? Non, c'est pas si on peut aller à ce procès. Ça veut dire que quand le droit est bafoué, quand le droit est en jeu, il n'y a pas d'état d'âme. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, la base d'une république. Mais il faut que je sache que celui à qui j'ai confié le contrôle, la garantie de mes droits, il veille bien à ce que mon droit soit respecté. Mais s'il ne le fait pas, vous prenez l'anarchie. C'est en cela que nous assistons à des holocaustes dans les quartiers aujourd'hui. Parce que les gens savent que quand j'arrête le voleur, quand je le confie à celui-là qui est censé le redresser, il va revenir me narguer. Celui-là même peut aussitôt laisser le voleur sans rien faire pour qu'il renonce à ce vice-là. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Les populations, ils recourent à leur solution à elles-mêmes. Donc c'est comme ça. Moi je dis, il faut que ce procès-là ait lieu parce qu'on a connu on a vu dans l'affaire Pacha dans ce pays et des élucubrations qui ont été dites, etc. On dit que Pacha, en fait, c'est un coup monté par son frère pour l'écarter, etc. Quand Pacha même, devant le président du tribunal, a dit, je reconnais qu'il y a eu une volonté de coup d'État, mais que j'ai été induit en erreur par, c'était Zach, je crois. Mais il faut que on sache la vraie vérité sur cette histoire, parce que les 2 marchés là, moi je les considère comme comment vous l'appelez, les World Trade Center, qui ont été mis en feu. Ce sont nos World Trade Center, ça. Et il faut qu'on nous dise la vérité. Mais aujourd'hui, il s'organise au sein du ministère dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, l'initiative réussie diaspora. C'est une cour qu'on est en train de faire au Togolais de l'extérieur de venir investir. Mais dans un environnement pareil, les gens, les Togolais, ceux-là ne viendront jamais réussir, ne viendront jamais investir au Togo. Et ça, il faut qu'on ait le courage de se le dire. Leurs avoirs ne seront pas protégés. Mais c'est clair, c'est-à-dire que on te jugera selon les volontés de la cour, comme le dit l'écrivain au XVIe siècle. C'est-à-dire, on te jugera selon ta tête, selon que tu sois proche du pouvoir ou pas. Mais Gilbert Humbo est venu dans ce pays. Mais ce sont les mêmes philosophies qui l'ont chassé. Quand on demande aujourd'hui aux Togolais de l'extérieur de revenir, mais il faut qu'on ait le courage d'enlever ceux-là qui constituent la hantise, ceux-là qui empêchent qu'on dise le droit. Et il faut qu'on ait le courage d'assainir en fait la vitrine
afin que ces Togolais-là aient le courage de revenir et s'installer ici. Sinon, on ne va pas qu'on s'attende, tant qu'on cultive l'impunité, mais les gens ne viendront jamais. Ne viendront jamais s'asseoir parce qu'ils ne sont sûrs de rien. Voilà, très bien. On vous a assez compris, mais permettez, si on doit vite aller compte tenu du temps qui nous est imparti, on va attaquer la CET Compagnie électrique énergie du Togo, avec le journal L'Alternative qui s'est intéressé à ce dossier avec beaucoup de fonds annoncés, 65 milliards d'emprunts, 20 milliards de pertes, 16 milliards de dettes. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que la CET, telle que le journal l'a titré au bord du gouffre? Oui, mais quand on parle de milliards, il faut que nous comprenions que, effectivement, s'il y a des milliards de dettes, il y a des milliards de pertes, il y a des milliards d'emprunts, il faut chercher à voir le nœud. Parce que lorsque vous regardez l'article, vous le fouillez, même si vous faites des recoupements, vous approchez la boîte, vous comprenez que depuis un certain moment, il y a eu des gens qui ont créé une situation qui fait que la société n'arrive pas à travailler normalement comme cela se doit. Je voulais parler de contour global. Figurez-vous que dans une boîte où les gens achètent de l'énergie avant au niveau de la CEB, ils achètent à un prix, par exemple à 200 francs, et qu'on vienne vendre ça de façon sociale à nous, les consommateurs, qu'on nous revende ça par exemple à 100 francs. Vous pensez que cette boîte-là fera de l'économie? Non. Mais aujourd'hui, qu'on a amené contour global, où c'est la CET, toutes les entrées de la CET sont bloquées d'abord pour satisfaire les besoins de contour global. Et en dehors de ces besoins-là, qui sont estimés à des coûts de milliards, la CET est obligée aussi de fournir du fioul pour faire tourner les machines de contour global. Vous pensez qu'on peut faire de l'économie dans cette situation? Ceux-là qui ont amené contour global, en réalité, c'est de ce que nous parlons tout à l'heure. On doit interpeller tous ceux qui sont venus faire comprendre aux autorités du pays qu'avec contour global, c'était la meilleure solution. C'était la meilleure solution. Il faut que ces gens-là viennent répondre. Parce que quand vous lisez l'article du confrère, l'article est bien fourni. Même tout ce qu'on a relevé, qu'ils font comme étant des birdes, des signes de mauvaise gestion, ça n'atteint pas le gros que Contour Global a créé. Parce que tous les problèmes que la société connaît aujourd'hui, ces problèmes ont pris source avec l'arrivée de Contour Global. Vous allez dans les archives, vous allez dans les annales, et vous allez dans les livres de comptabilité, vous verrez que depuis que Contour Global est venu, la société est effectivement en train de descendre. Mais pour faire de la bonne gestion, il ne faut pas forcément donner à manger à certains groupuscules qui ont voulu priver les autres. Et priver le Togo. Parce que quand vous allez dans la boîte, c'est l'ensemble des Togolais qui est dedans. Approchez un peu. N'importe quel Togolais n'a qu'à faire la petite gymnastique d'approcher la société et d'essayer de se faire expliquer. Vous comprendrez que si Contour Global, dans les mêmes termes que le contrat est signé continue, effectivement, ne peut qu'aboutir à la situation que le contraire a décrit. Aujourd'hui, il revient aux autorités du pays de prendre au sérieux. Ce n'est même pas une question de mauvaise gestion. J'ai fait les analyses, j'ai expliqué que quand j'achète quelque chose à 500 francs et que je dois être contraint à revendre la même chose là à 100 francs, je ne peux pas dégager des bénéfices. C'est forcément des pertes. C'est des pertes. Et je ne comprends pas comment des gens ont pu amener une société d'État à emboîter un pas comme ça. Moi, je crois que nous en parlons tout à l'heure. Il faut que le Togo prenne ses responsabilités. Quand quelqu'un est coupable d'un crime, qu'on le punisse conformément aux lois qui sont prévues. Si des gens viennent induire l'État en erreur et qu'on a la conscience qu'on connaît ces gens-là, il faut faire en sorte que ces gens-là soient punis. Voilà. Je vais loin. Quand on parlait des marchés, j'avais un petit mot à ajouter, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je crois que le Togo a connu plusieurs drames qui sont restés sans lumière. Nous étions là un bon matin, les gens sont sortis dans ce pays prendre des milliards à l'aéroport. Ils ont tiré pendant des heures dans ce pays. Et rien ne s'est passé. Vous pensez que le Togo n'a pas l'armada nécessaire pour découvrir ces gens-là? C'est la grande question. Mais pourquoi chaque fois quand nous nous retrouvons, c'est pourquoi des fois j'ai pas envie de faire des débats, parce que la presse est là pour amener l'État à comprendre. À la société, ce qui se passe aujourd'hui, l'État est conscient. Vous n'allez pas me dire que le ministre des Finances
Vous n'allez pas me dire que les autorités de ce pays ne savent pas que Contour Global est un gouffre. Et qu'est-ce que vous voulez comme solution? Vous mettez n'importe qui là-bas. Il peut être professeur agrégé en économie, en gestion, si la situation est telle, je vous assure qu'il ne s'en sortira pas. Voilà. Et ceux qui ont fait ça sont connus. Pourquoi on les laisse? C'est la grande question. Mais ce n'est pas normal dans une république. Vous avez suivi tout à l'heure le développement de Aladi qui a parlé en vrai Togolais parce que là, il a vu son pays en train de saigner ou plutôt en train d'allaiter, de produire suffisamment de lait pour 7 millions d'habitants, mais thésaurisé par peut-être une minorité, pour ne pas reprendre les mêmes termes du chef de l'État, une minorité s'accapare des ressources du pays. La situation telle qu'elle se présente au niveau de la CET, pensez-vous que l'État peut régler cette situation? Et comment, selon vous? Absolument, l'État peut régler cette situation. Moi, je dirais tout de go que c'est déjà une prouesse que la CET tienne, hein, que la CET arrive à nous produire de l'énergie. Cela relève d'un effort surhumain. Parce que, avec tout ce que Contour Global avale comme milliards, c'est pas évident que la CET puisse se reposer encore sur quand même un socle. Tout a été dynamité par Contour Global. Aujourd'hui, on peut beau apporter le meilleur économiste au monde, le meilleur gestionnaire au monde, mais on doit assister aussi à la même situation que ce qui est en train de prévaloir actuellement. Vous savez, quand vous prenez certaines administrations, certains bâtiments administratifs qui tout le temps sont éclairés, et qui tout le temps tournent, mais ces gens-là aussi ne paient pas leur facture d'électricité. Mais au nom d'une certaine solidarité, au nom de cette volonté-là de faire marcher l'administration, la CET est obligée de fermer les yeux. Vous voyez un peu la CET aller couper le courant au CASEF ou au niveau du palais des congrès. Pas du tout. Donc, vous voyez tout ça là, quand ça vient se greffer, là, la CET ne peut être que fragile. Quand vous voyez un peu la tête le mal proviendrait de divers horizons. Le mal proviendrait de divers horizons et à partir du moment où on n'arrivera pas à dire que non, il faut arrêter cette hémorragie-là, il faut arrêter ce saignement de trop à la CET. On ne peut qu'arriver à ça. Quand on dit que la CET a des milliards de dettes, tout ça là, mais le DG et son staff n'ont pas pris cet argent-là pour manger. C'est pourquoi la CET, l'administration actuelle, est en train de militer en faveur des prépayés, des compteurs prépayés. Là, vous allez consommer ce que vous payez. Il faudrait qu'on en arrive là. Au niveau du Cameroun et d'autres pays, c'est cette situation-là. Quand on prend la tête d'eux qui doit des milliards pour faire tourner les trucs de forage là, mais c'est aussi c'est colossal. Vous pensez qu'à cause des milliards que la tête d'eux doit à la CET va aller couper le courant à la tête de priver la population de l'eau. Vous voyez un peu, c'est un peu délicat la situation actuelle de la CET. Et quand on écrit, c'est vrai, nous aussi nous sommes au parfum de tels dossiers, mais c'est difficile. N'importe qui ne peut que constater cela, mais il appartient aujourd'hui à l'État quand même de prendre ses responsabilités. Contour Global était au début créé pour tourner sur du gaz. Mais aujourd'hui, faute de gaz, je ne sais même pas comment est-ce qu'on a pu faire les prévisions pour qu'on n'ait pas de gaz. Le fuel, ça coûte cher et c'est des milliards. Et ajouter à cela les frais d'entretien des machines. Et certaines fois, mais il faut aller peut-être laver les bacs où on entrepose les fuels. Ça saigne sérieusement la CET là. Si on veut aujourd'hui que la CET revienne à une meilleure gestion. Permettez, je vais arriver à vous. Mais Joël, tel que présenter cette situation aujourd'hui, finalement, est-ce que vous comprenez le fait que la situation perdure et que les personnes qui peut-être seraient impliquées dans ces mésaventures économiques de la CET soient libres de leur mouvement et que juste ce soit un réaménagement au niveau du conseil d'administration? Oui, mais ça veut dire que ces personnes, c'est pas sur le premier terrain, se sont illustrées. Quand vous prenez celui-là dont le journal parle, qui a mobilisé un avion médical juste pour soigner sa fille à coût de 80 000 euros. Cet homme, c'est lui qui est derrière le projet Contour Global. C'est la même personne qui est également derrière l'allocation des fûts qui servent à conditionner les fûts.
qui ça va conditionner le fuel à contour global. Pas à contour global, à Shell, SLT, enfin. C'est eux qui sont derrière ce projet-là. L'État togolais paye 1,5 milliard pour ça. Hein? Je crois que c'est chaque mois. Chaque mois ou chaque année, enfin, on va vérifier. Et c'est lui, c'était un ex-administrateur de Shell Togo. Mais voilà, c'est-à-dire que quand on parle de cette minorité, quand vous voyez en fait la réalité, ce qu'il pense, comment il saigne l'économie togolaise, c'est ahurissant. Mais vous voyez par exemple à la société, si la contour globale n'avait pas été mis à la charge de la société aurait des résultats positifs cette année. Parce que le contour global seul coûte 30 milliards l'année. Minimum. Le minimum. Parce que au-delà du fuel, c'est la société qui paye le fuel avec lequel contour global tourne. C'est la société qui paye le personnel de contour global. Et c'est la société qui assure l'entretien que la société ait acheté ce que contour global produit ou pas. Ils sont obligés de leur payer 1,6 milliard chaque mois. Mais comment est-ce que vous voulez que l'institution tourne? C'est-à-dire que la réponse, la solution serait d'augmenter le prix du kilowattheure. Et quand vous augmentez le prix du kilowattheure, ça a une incidence implicite sur tout. Là, les boissons, tout va augmenter. Donc le gouvernement ne peut pas aller là-bas. Donc, moi je crois qu'il faut nécessairement manquer de courage pour remettre au pas ces hommes-là. Je ne sais vraiment quelle influence ils ont sur lui pour qu'il les laisse. Il laisse ces vieux barons-là qui continuent de siphonner le Togo. Mais le problème aussi, c'est que le projet contour global ne peut aujourd'hui être mis en place, puisque un cabinet a été commandité pour auditer. Quoique le ministre d'Abipi ait fait pour dénaturer les conclusions de ce cabinet, il est acquis aujourd'hui que, parce que après le soulèvement du personnel de la société, on a compris que c'est contour global qui fait le problème. Hier à la société, il n'y avait pas des contrats il n'y avait pas des appels d'offres pour des acquisitions. Aujourd'hui, le duo Djeteli et Amoujoukpeto ont réussi quand même à mettre en place une commission d'appel d'offres pour tout service qui dépasse environ, qui va déjà à 5 millions. Il y a un appel d'offres qui se fait. Mais il faut reconnaître qu'il y a un courage qui a été fait. Il faut reconnaître qu'il y a un travail positif qui a été fait. Le personnel est aujourd'hui mieux traité. Puisque le personnel de la société était le moins payé parmi les agents de la société d'État jusque-là. Aujourd'hui, ils sont mieux traités. Djeteli allait faire voter leur statut quand ces bobos sont arrivés. Mais lui-même, ces problèmes de santé sont arrivés. Mais moi, je voudrais faire un arrêt sur ce point pour dire que ce n'est pas sain qu'on surfe sur les problèmes de santé d'un adversaire. On a vu dans le scénario du président de la République à l'époque de la fausse mort de Fort Yassimbe dans ce pays, les gens ont sauvé, les gens ont ricané, mais ce n'est pas sain. C'est-à-dire que dans un débat, restons sur les faits, critiquons les faits, critiquons les actes, plutôt que de s'attaquer à la personne, à l'état de santé de celui qui est à la commande. Je ne vois vraiment pas ce que Djeteli a fait de mauvais depuis qu'il a pris la tête de la société. Je peux vous faire un confident. Je l'ai appelé lorsqu'il était encore sur son lit d'hôpital à l'extérieur du pays pour un service, et minute près, il m'a donné une référence que j'ai suivie et ça a donné ce que ça devrait donner. Oui, mais justement, donc ça veut dire qu'il faut dire que son état de santé ne l'a pas empêché depuis son lit d'hôpital quand même d'intervenir quand il faut intervenir. Non, c'est clair. Ça veut dire qu'il y a des spéculations qui ont été alimentées du genre Djeteli ne pouvait plus signer les choses, mais Djeteli il n'est pas invalide jusqu'à la preuve du contraire. C'est pas que moi je défends, mais ça veut dire qu'il faut juger les gens. Il faut aller au concret. Il faut aller au concret, juger les gens par rapport à leurs actes. Quand vous allez à la société, le personnel se porte mieux aujourd'hui qu'hier. Et moi, je dis, un de mes prédécesseurs l'a dit, le problème de la société, ce n'est pas le directeur général. Ce n'est aucunement le directeur général, mais c'est les réseaux externes qui ne veulent pas laisser cette boîte tranquille. Je vous dis, depuis que la société est installée, on n'a jamais donné des marchés par appel d'offres. C'est du gré à gré. Vous imaginez combien de milliards ont été brassés, combien de milliards ont été détournés. Et c'est parce que le contrôle global a été mis à la charge de la société depuis 2012 qu'on parle aujourd'hui de trou. Sinon, ce contrôle global était à la charge de la CEB, qui à un moment donné était essoufflée, a dit non, je ne veux plus de ce projet. Si le contrôle global était toujours à la charge de la CEB et de l'État togolais, on dirait aujourd'hui que la société a fait de bons résultats. Donc il faut qu'on soit sincère dans ce que nous avançons. Très bien. Pour qu'on puisse amener le Togo à aller devant. Quand vous voyez les enquêtes de l'INSED, le taux d'accès à l'électricité a été amélioré. Hein?
Le taux d'accès a été amélioré. Même le réseau a été étendu. Il y a eu plus d'agences aujourd'hui. Et puis dans le message du chef de l'État, il a encore parlé. Non, il a encore parlé de ça. Donc il faut qu'on soit conséquent. Critiquons. Moi, je suis de celui-là qui critique plus, mais quand on apprend. Il n'y a pas d'éléments fondés pour critiquer, réservons les critiques. Très bien. Non, on vous comprend. En 2 mots, parce que le en temps 2 mots, je voudrais dire que moi, je remets tout sous le dos de ceux qui sont aux sommités de ce pays. Si vous voulez une république moderne, je crois que vous devez commencer par donner le modèle de discipliner tous ceux qui sont les administrés. Vous avez vu que dans la note que le confrère alternatif, j'ai pris le temps de lire l'article du confrère alternatif, il a relevé en un point que le conseil d'administration a demandé au DGA. Je rappelle que ce n'est pas son article, on est en train de discuter. Mais c'est un cas similaire. Oui, voilà. Il y a un cas similaire où le DGA a outrepassé le DG, il a outrepassé le conseil d'administration, il a outrepassé le conseil de subvention, il a écrit à la présidence. Le pays là est malade des accointances, du fait que les gens sont dans les administrations et disent, vous savez qui est derrière moi? J'ai telle personne. Sinon, ceux qui ont réceptionné cette lettre au niveau de la présidence devraient même pouvoir discipliner directement. Parce que si moi je suis responsable à un poste, un subordonné me contourne sans discussion aucune et qu'il va plus loin ou à la présidence de la République, si moi je travaille à la présidence et je reçois un courrier comme ça, je dois discipliner. Parce que nous voulons un pays discipliné. Très bien. Et mieux, tout ce que nous avons relevé ici, je reviens pour dire que si l'État ne prend garde et qu'on ne met pas à nu ceux qui ont ficelé le contrat de contour global et qui se sont offerts des avantages obscurs que tout le monde sait que nous n'allons pas étaler ici, puisque le confrère a bien relevé que la CEB était le partenaire immédiat de contour global. Et quand la CEB a vu que moi je ne peux pas acheter mon beignet à 500 et le vendre à 200 francs, pour que celui qui l'achète le revende à 100 francs, il a dit non, c'était fait face directement au contour global. Depuis que cela a été fait, pendant que toutes les autorités de ce pays savent que contour global, c'est un machin que les gens ont amené pour manger. Donc il faut commencer par là. Merci. Et tant qu'on ne le fera pas, la société ira au gouffre que les gens ont souhaité qu'il aille. Non, merci. Rodrigue, si tu permets 2 secondes, c'est-à-dire qu'il faut également mettre l'accent sur les impayés de l'État. Mais je crois que ce projet, c'est depuis le prédécesseur de Djeteli, Kakati, M. Kakati, que un projet de contrainte de l'État à souscrire au prépayé a été conçu. Ça date de Kakati. Djeteli est venu, on a mis l'accent là-dessus, mais l'État ne peut pas s'exécuter. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre quelqu'un à un poste, lui demander des résultats pendant que toi-même tu joues au mauvais élève. Mais il faut que l'État, dans le cadre dans le sens de la lutte contre la corruption, donc on ne pas dans le sens de la gestion, une gestion drastique des ressources, il faut que l'État accepte de payer ce qu'il doit à la société. Ben, on se rappelle, Togo Télécom a été un temps mis au noir par la société. Ben, les clientélistes sont rentrés dans le réseau. On a convoqué Djeteli auprès de la ministre, etc. Après, heureusement que la raison a prévalu. Ils ont compris que mais il faut payer. Il faut payer et l'actuel DG a accepté payer, a accepté échelonner la dette que Togo Télécom paie aujourd'hui. Si tout le monde le fait comme ça, je crois que la société s'en portera mieux. Très bien. Merci. Tchakala, on va détendre un peu l'atmosphère parce que les minutes qui nous restent ne sont pas assez à compter. Rapidement, vous écrivez, vous vous intéressez à ce discours de Sir Abdouayafor à la une de votre journal ce matin. Une œuvre identitaire qui prend en compte beaucoup de choses de la langue française du 5e siècle. La densité, dites-nous concrètement de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous avez retenu, parce qu'à la une vous écrivez, vous reprenez une citation de ce discours, c'est par la culture de l'homme, tel que nous le disons, par la culture de l'homme se surpasse et transmet à la postérité la marque de ses œuvres. Oui, et Sir Abdouayafor a sorti un chef-d'œuvre comme de ses habitudes d'ailleurs. Et cette fois-ci, ce message de vœu d'un compatriote à ses concitoyens d'État est d'un niveau très relevé. Et ce qui me lie un peu à Sir,
c'est sa recherche du précieux. Je lui ai dit, quand j'ai pris connaissance de ce chef-d'œuvre, je lui ai dit, mais monsieur Cyr, c'est trop relevé. Il dit non, la tête se trouve toujours en haut. C'est qu'on ne saurait dévaluer quelque chose pour plaire aux gens. Donc c'est son style à lui. Il y avait tout un mélange. C'est beau, quoi. Je ne pense pas que c'est à la portée de tout le monde, mais je crois qu'il faut faire un effort pour quand même percer le contenu de la chose, parce que il y a du 5e siècle, il y a du 16e siècle, il y a même du 18e siècle. C'est du précieux. Donc je crois que c'est une gymnastique qui lui est propre. Il a essayé de faire ça pour passer un message. Et quand j'ai lu ce vœu-là, je me suis rappelé de mon professeur de philologie romane, l'ancien français, monsieur Djondo, et je me suis retrouvé un tout petit peu. Mais monsieur Cyr a essayé quand même de mettre sur table tous les problèmes que le pays a connus en 2015. Sans état d'âme, il a mené une analyse très pertinente sur la situation. Et au même moment, il a essayé aussi de tracer des pistes pour l'avenir. Et tous les secteurs de notre administration, tous les secteurs qui alimentent notre pays ont été passés au peigne fin. Il a parlé des institutions de la République, il a parlé de la justice, il a parlé de certains sujets en suspens au niveau de la justice, notamment certains procès que des gens attendent depuis des lustres. Il a parlé aussi du mandat social. Au début, on parlait du quinquennat social. C'est M. Cyr Adomayakpor qui, au regard des attentes de la population, a dit que se limiter à un quinquennat social, ça reviendrait un peu à diluer un peu ce que la population attend du président de la République. Quand on parle de mandat social, cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui lie celui sur qui le choix de la population est porté à la population. Donc, je crois qu'il faut le lire posément, il ne faut pas le survoler. Et au-delà de ça, je crois que la leçon première qu'il faut dégager de ce beau discours d'un citoyen d'État, c'est que chacun aura son compte quand on prend le chef de l'État, quand on prend les ministres. Et ce qui m'a peut-être un peu séduit, c'est cette analyse sans complaisance qu'il a faite de l'équipe gouvernementale actuelle. Ça dort, on ne les sent pas. On ne sent pas les ministres donner le meilleur d'eux-mêmes au regard de toutes les attentes qui sont placées en eux. Donc je crois qu'il ne le fait pas pour faire plaisir à X, Y. Il se fait plaisir d'abord par le caractère précieux du style qu'il utilise. Et je crois que chacun trouvera son compte dans ce truc-là. Donc, j'appelle tous ceux-là qui n'ont pas encore pris connaissance de ce discours-là, quand même, de s'essayer. C'est difficile, hein, parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir maîtriser, de pouvoir pénétrer ce discours. Mais vivement que les gens essaient de le lire et qu'ils fassent sienne de toutes les leçons, de tous les conseils qui sont contenus. Donc, je crois que c'est un chef-d'œuvre. On ne peut pas le décortiquer en si peu de temps, mais vivement que même au niveau du sommet de l'État, que les gens puissent le lire pour leur propre gouvernement. Voilà, merci. Joël, les gars, Cyr Adomayakpor, vous le connaissez? Oui, j'entends parler de lui. Voilà, et l'homme, il n'est jamais fatigué, il est toujours attaché à sa plume. Et voilà ce qu'il a encore sorti ce matin, discours d'un citoyen d'État aux citoyens des citoyens d'État. Et si vous permettez rapidement, je lis. Face aux échos assourdissants en début de l'ordinaire politique, la question sociale n'a jamais été posée d'une façon si tragique, car l'ampleur de ses effets pernicieux distendent les liens, érodent dangereusement l'édifice social de la nation, tandis que les boussoles à l'envers de l'espoir indiquent 1000 lieues à sénestre de vos cruelles réalités, dont les signes extérieurs visibles glacent le sang et justifient toutes les postulations de la morale et des actions concluantes qu'il faille à concevoir et à conduire. Non, excusez-moi, je salue le niveau classique du texte de M. Cyr Adomayakpor et surtout, je ne sais comment dire, les nécessités de remobilisation citoyenne qu'il a voulu traduire à travers son texte. Mais quand je vois le niveau, je me dis, est-ce que la cible
à laquelle il a destiné son message, est-ce que cette cible-là peut comprendre facilement? Est-ce que cette cible-là est à l'aise, sera à l'aise devant le texte qu'il a écrit? Parce que, je dis le Togo est en majorité victime des petits esprits. Et les petits esprits n'aiment pas s'élever. Et les petits esprits, comme l'a dit un politique, les petits esprits sont plus excellents à nuire que à s'ouvrir à la connaissance. Donc je me dis, avec cette donne-là, est-ce que les gens prendront la volonté de lire ce qu'il a produit et pour l'accepter et se mettre en phase avec ce qui fait de sa conviction au bénéfice du Togo. Mais c'est aussi ça le problème, parce que pour nous autres communicants, c'est-à-dire ton message, il faut l'adapter à comment vous l'appelez, à ta cible. Voilà. Au niveau de ta cible, c'est-à-dire il faut que la cible, c'est ce qu'on appelle le code en communication. Quand vous n'utilisez pas le même code, le gars il te regarde, pour lui tu fais du spectacle, point barre, et il continue il est dans sa petite que le niveau est trop élevé pour absolument. Non, il faut qu'il le dilue, parce que c'est utile, c'est-à-dire que ça soit pour produire un tel ouvrage, c'est pas facile. C'est pas facile. Déjà, produire un article, c'est pas facile. Ça fait 13 pages à 4. Effectivement. Donc, il faut qu'il le dilue pour le mettre à la disposition de tout le monde. Ceux-là qui ne voudraient pas comprendre, il faut qu'il leur donne le courage de comprendre et pour se mettre dans la dynamique d'un vrai citoyen, plutôt que de nuire chaque jour. Est-ce qu'il nuit? Vous pensez qu'il nuit? Non, je ne parle pas de lui. C'est-à-dire que ceux-là, les autres. Voilà, qui nuisent tous les jours au pays. Et donc c'est ça, moi je demande qu'il dilue un peu le texte pour que ça soit plus compréhensible. Très bien, je crois qu'on va oui, peut-être elle a dit un mot et puis on va essayer d'aborder rapidement. Oui, bon, je crois que les élections locales. Ce n'est pas la première fois que Sir Adama Yakwa s'adresse à la nation togolaise. Je l'ai vu dans beaucoup de pamphlets, il a écrit, j'ai parcouru certains, j'ai vu la densité de son niveau. Et j'ai vu qu'il maîtrise effectivement la langue de Molière, comme vous l'avez relevé tout à l'heure. Et je crois que quand vous lisez Sir Adama Yakwa, contrairement à ce que mon confrère Joël Ega dit, le monsieur, il connaît sa cible. Je crois que Sir Adama Yakwa s'adresse aux gens beaucoup plus élevés. Il s'adresse à ces Togolais-là qui ont un même niveau que lui, qui sont à une hauteur. Et quand vous connaissez votre cible, vous employez la langue qui correspond à cette cible-là. Oui, ils sont minoritaires. Oui, mais c'est eux justement. Ils sont même pas aux affaires. Écoutez, c'est eux justement. Tu ne connais pas la cible. Si la Domiako, quand vous le lisez, moi j'ai dit, je l'ai parcouru, j'ai compris que c'est un monsieur qui s'adresse à ceux qui ont la décision, le pouvoir décisionnaire de ce pays. Et je vous assure que quand les gens marquent la volonté au niveau des sommités, quand les gens marquent la volonté, nous autres, tout ce monde bas dont vous parlez, il s'exécute, il s'épanouit. Tout à l'heure, tout ce que nous avons eu à dire, que ce soit la société, que ce soit tout ce que nous avons débattu ici, je crois que ça concerne tous ces Togolais-là qui sont à un niveau et qui peuvent poser les jalons de comment ils veulent voir se dérouler la vie au Togo. Et quand ces gens-là comprennent et prennent à leur compte et marquent une volonté, je vous assure que tout se fait. On a parlé de la justice aujourd'hui. Est-ce que quand quelqu'un écrit pour parler de la justice au Togo, il s'adresse à moi, Tchanyao? Est-ce qu'il s'adresse à ces émigrants? C'est la ou à cette femme? C'est la grande. On vous a assez compris. Donc je crois que il connaît sa cible et que Dieu fasse que tous ceux qui lisent et tous ces Togolais-là qui veulent apporter un plus pour le bien du Togo, que ces gens-là soient compris pour la bonne marche, effectivement. Très bien, merci, on vous a assez compris. On va aborder le dernier volet, c'est les élections locales. D'ailleurs, nous posons la problématique. Gabriel Vincent Gomé-Kodio s'est intéressé à ce sujet et vous l'avez repris, Tchakala, à la une de votre journal. Il cite nous puissions entrer en 2017 en disant qu'on a remplacé les délégations spéciales par les conseils municipaux où les membres sont des élus. Et dans le discours du chef de l'État, il a également parlé des élections locales sans mentionner de date. Et dans le budget officiel 2016, exercice 2016, il n'y a pas de ligne qui prenne en compte les élections locales malgré l'Union européenne qui estime que le moment est venu pour qu'on aille aux élections locales et donc à la décentralisation. Oui, mais si certains ne le savent pas encore, moi, sans manquer d'égard à ces gens-là, à ceux-là qu'on appelle souvent présidents de délégation spéciale, c'est des cancers.
Comme votre ami Django. C'est des cancers qui rongent dangereusement le pays. Je ne suis pas irrévérencieux, je ne suis pas en train de leur manquer d'égard, mais c'est des cancers, c'est des gens qui sont en train de créer cet immobilisme-là dans le pays. Des gens qui se perdent, des gens qui ne se retrouvent pas dans ce qui devrait être leur vrai rôle. Vous prenez un peu la ville de Lomé, malgré la construction de nouvelles infrastructures, malgré les ouvrages qu'on est en train de voir pousser de terre. Mais vous voyez un peu la ville? Si c'était un élu, si c'était un maire élu, on n'assisterait pas à cela. C'est parce que c'est un soi-disant président de délégation spéciale, quelque chose qui est anachronique, qui est seulement singulier à notre pays. Qui sont ces gens-là qui sont là depuis des décennies qu'on ne peut pas déboussoler? Mais quand les partenaires au développement nous créent qu'ils souhaiteraient qu'on aille à ces locaux-là, c'est parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils savent tout ce que le Togo perd par rapport à ces manches dits délégations spéciales. Les gens ne mettent plus l'argent à la portée des gens qui ne se reconnaissent plus ou bien qui ne tirent plus leur légitimité du peuple, de la population. On ne peut pas prétendre accompagner le peuple en donnant de l'argent à ces gens-là. Si l'État, à un moment, se dit submergé par certaines charges, c'est parce que l'État le veut. Sinon, on a des partenaires qui voudraient traiter avec ces populations à la base, et ces populations à la base sont représentées par quelqu'un. C'est les élus locaux. Donc, vivement qu'on en arrive là. L'Allemagne, l'Union européenne, toutes les ambassades ou bien tous les partenaires qui sont chauds voudraient quand même que ça aboutisse. Ils sont prêts à mettre la main au chéquier pour qu'on puisse organiser ce local-là. Mais qu'on sorte et qu'on nous dise à quel niveau ça coince, pour que nous fassions une idée. Et si on peut débloquer là où ça coince, je crois qu'il y a des bonnes volontés qui le feraient pour quand même on ferme la paille de ces délégations spéciales-là qui ont trop duré et qui ont tiré le pays pendant des décennies vers le bas. Non, moi, je me dis, il faut se demander, est-ce que vraiment nos partis politiques de l'opposition sont prêts pour ces locales? Est-ce qu'ils veulent vraiment les locales? Parce que, quels que soient vos antagonismes, si vous avez un intérêt convergent, au moins sur ça, faites l'union. Et qu'est-ce qui empêche, par exemple, à Guillaume de s'asseoir avec l'ANC et autres là, et comment vous l'appelez, la Arc-en-Ciel, s'il y a quoi, Arc-en-Ciel, etc. Au moins sur ça, c'est-à-dire on voit que tout le monde réclame le local. Mais ils n'ont qu'à faire une pression unie. Non, leurs préoccupations sont ailleurs. Hein. Justement. Mais donc, quand vous voyez qu'en fait, moi je dis le problème du Togo, c'est l'esprit. C'est-à-dire les gens, ils voient les intérêts par rapport à eux. À eux, le temps qu'ils vont vivre sur Terre, et puis basta. C'est peu importe ce qui arrivera après. Mais quand vous construisez comme ça, mais ne soyez pas étonnés que vos enfants aient des difficultés demain à réussir. Parce que vous ne leur avez pas légué un pays digne. Vous ne vous êtes pas investi pour que le pays dont ils vont hériter soit meilleur que ce que vous avez connu. Mais quand c'est la petite esprit qui guide les débats, mais attendez, je crois qu'il faudra que la jeunesse prenne ses responsabilités et dégage tous ceux-là qui le prennent aujourd'hui en otage et que lui-même prenne le devant des débats. Parce que quand nous parlons des locales, il y aurait eu les locales qu'on n'aurait pas connu ce qu'on a connu à Mango. Ce projet-là, c'est la délégation, le conseil municipal de la ville de Mango qui allait gérer ça. C'est le conseil préfectoral qui allait gérer ça. Et ils ne pourront pas se lever et aller dire, bon, on va installer la faune, que vous le veuillez ou pas. Toutes les démarches seront faites. Mais on aurait eu les locales que c'est pas les 41 millions que l'Allemagne donne aujourd'hui que l'Allemagne allait donner. Ils allaient donner plus parce qu'ils savent que non, les fonds ne vont pas dans la caisse de l'État, mais ça va directement aux communautés concernées. Mais combien de fois Nicolas Berlinguer n'a pas fait des descentes sur le terrain, il allait même jusqu'au Pendjal pour voir, mais il était émerveillé par la façon dont les groupements agro-pastoraux sont bien structurés, ils respectent bien les principes et ils respectent bien les procédures. Donc il faut aller au local. Mais il n'y a pas de répondant administratif. C'est-à-dire que quand tu vas au niveau de la mairie, c'est toujours le délégué, la délégation spéciale qui est là. Et ça met mal à l'aise. Parce que tu dois prendre l'argent d'un pays où il y a des conseillers municipaux pour venir donner dans un pays où il y a pas de délégation spéciale. Juste quelques mots. Là-dessus, je crois que je ne vais pas beaucoup parler. J'avais relevé au début ici que nous sommes Togolais, nous aimons notre pays, nous aimons notre nation et que nous avons des visions, que nous aimons voir notre pays émerger, réussir dans tous les aspects. Mais quand vous revenez sur cette question
de local. Moi, je me dis que j'ai écouté mon confrère Joël qui parlait de l'opposition. Il se posait la question si l'opposition veut vraiment. Mais c'est une question nationale. Il n'y a pas à dire que c'est l'opposition ou que c'est le parti au pouvoir. Quand une question est une question nationale, elle est commune à tous les citoyens. Je crois que ce soit ceux qui sont aux affaires aujourd'hui et que ce soit ceux de l'opposition, ils doivent comprendre et marquer cette volonté-là. Vous avez vu tous les dégâts que l'absence d'élections locales occasionne pour le pays. Je ne vais pas revenir. Ceux qui sont au gouvernement, au pouvoir aujourd'hui, ils le savent. Ceux qui sont de l'opposition, ils le savent. Donc, vivement que les deux convergent vers une volonté pour qu'ensemble, nous tous, on puisse voir se réaliser ces élections-là pour que le Togo décolle. Parce que les élections, l'absence de ces élections bloque le pays, noie le pays, embourbe le pays. Tout le monde a la conscience, le chef de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le ministre de l'Administration, tous les Togolais savent que quand on n'a pas fait les locales, notre pays s'engouffre davantage. Merci. Et c'est ça qui cause beaucoup d'ennuis. Il faut qu'on passe à cette étape parce que personne n'a à perdre. Personne n'a gagné si on organise les locales dans ce pays. Merci donc à toutes et à tous. Vous avez compris, nous avons débordé un peu. Toutes nos excuses pour la technique. Bien de choses à vous qui nous avez suivis. Nous étiez dans cette émission avec nous, avec nos invités. Joël Ega, directeur de publication du journal La Fraternité. L.A. Tchaniao Arimiao, directeur de publication du journal Nouvelle Opinion. Et puis Tchakala Alirou, directeur de publication du journal Courrier de la République. Sachez que si fou vous me prîtes, cette folie ne peut être de base commune, mais si fou aliéné vous me prîtes, ce me semble honneur fait à ma résidence de fou pensant. Bonne journée, au revoir.